Et d'ailleurs, à ce propos, donc tu parles d'Evenpool dans ces années avant le vélo. Donc on va parler un peu des juniors, encore une fois, enfin rebondir là-dessus pour les juniors et les cadets. C'est vrai qu'en France, on a tendance à freiner aussi hein, les charges et les volumes d'entraînement. Je pense que dans certains cas, ça peut être une bonne chose, mais on se rend compte quand même, en tout cas, c'est le discours qu'on entend de plus en plus. Moi, j'ai pas nécessairement beaucoup de chiffres là-dessus, mais qu'à l'étranger, ils font des plus gros volumes. J'ai vu passer des choses, hein, notamment sur l'Académie de Grande-Bretagne, mais effectivement, nous, on a du mal un peu à monter sur ces volumes. Alors, c'est peut-être à cause de la contrainte scolaire aussi, hein, mais quel est ton avis là-dessus? Est-ce que pour toi, c'est une question qui revient souvent, est-ce que dès les cadets, dès les juniors, est-ce qu'il faudrait aller sur des plus gros volumes d'entraînement? Et si oui, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu penses, comment on y va? Est-ce qu'on y va par de la basse intensité, par de la haute intensité, par autre chose? Enfin voilà, quel est ton avis sur ce moment de formation qui m'a l'air très important? Donc cadet junior pour le vélo, on va être entre 14 et 18 ans, quoi, en gros. Et donc je voulais savoir ce que tu en pensais par rapport à ce que tu as vu en France et puis si tu avais des points d'amélioration. Alors j'étais très mesuré au début du podcast. Là maintenant, j'attaque chaque sujet en étant frontal. Je vais jeter un pavé dans la mare. Pour moi, il ne faut pas se poser de questions. À un moment donné, quand tu es arrivé à la puberté, alors attention, j'ai pas donné d'âge parce qu'on a tous une puberté qui est différente. Et parfois, chez les garçons, c'est parfois bien écarté en termes d'âge. Parfois un peu moins chez les filles, mais il peut aussi y avoir des écarts. Donc ça va arriver plus jeune chez les filles parce que là, je crois qu'on parle beaucoup des garçons et il ne faut pas oublier les filles, les féminines, parce que c'est un public différent des garçons dans les qualités à développer. Pour autant, en termes de charge aérobie, c'est la même chose dans l'idée, d'un point de vue physiologique, même si l'approche sera différente parce qu'on n'entraîne pas des filles comme on entraîne des garçons, et inversement. Ça, c'est important de le rappeler. Et du coup, pour continuer de te répondre, alors il y a deux choses pour moi. La première, tu l'as dit, c'est la place du sport en France. Et ça, c'est pas nous, avec notre petit podcast, qui allons pouvoir changer le système, je pense. C'est beaucoup Un plus peu, on peut, ancré. Et, tu peux influencer. bah, peut-être, mais en tout cas, bah, si la ministre d'éducation, le ministre de l'éducation, c'est un homme, m'écoute, parce que je pense qu'avant de parler de la ministre des Sports, là, il faut plutôt parler du ministre de l'Éducation. Euh, Parce que je suis pas sûr que les parents auront tous un énorme impact là-dessus, vu qu'ils considèrent que c'est aux professeurs de s'occuper de leurs enfants pour ces choses-là. Je mets beaucoup des gens dans des familles aujourd'hui. Alors tu pourrais me citer, je pourrais citer plein de contre-exemples de parents très investis là-dedans. Voilà, je parle dans une majorité en France. Bref, et ce que je veux dire du coup après, c'est que deux choses. La première, c'est que avant qu'on arrive à la puberté, à l'adolescence, avoir vraiment en tête que la spécialisation, elle a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et ça, je veux vraiment le dire parce qu'on le connaît dans tous les sports, des jeunes qui ont du talent, qui n'ont pas encore atteint l'adolescence, qui gagnent tout chez les jeunes et ils vont déjà se spécialiser pour gagner encore plus et encore plus écraser. C'est super, ils gagnent tous les dimanches. Est-ce que c'est ceux qu'on reverra 10 ans plus tard? Pas toujours, pas souvent même, je dirais. Et pourquoi? Parce que l'enfant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a un système cardiovasculaire et aérobie qui est ultra performant. Lorsque tu mets de côté la taille de leur segment, forcément, hein, s'ils ont des jambes qui font 10 cm, j'exagère un peu évidemment, et le fait qu'ils thermorégulent extrêmement mal, c'est pour ça que dès que nos enfants se mettent à courir dans tous les sens, ils deviennent très rouges, ils s'arrêtent parce qu'ils sont en hyperventilation, mais 2 secondes après ils repartent. Bah, pourquoi 2 secondes après ils repartent? Parce que justement, ils ont un système aérobie. Quand tu mets de côté tout ça, on se rend compte que c'est grosso modo l'équivalent des meilleures datas qu'on a d'un point de vue scientifique. Les Svensson, Björn Martin Fourcade, enfin les skieurs de fond, les biathlètes. Donc c'est des machines aérobies. Et de toute façon, si on a des jeunes qui sont très actifs, les systèmes aérobies ils vont le faire tourner tout le temps. Donc pas de question à se poser. Par contre, toutes les qualités un petit peu motrices, neuromusculaires, on sait que c'est vraiment sur ces jeunes années il faut développer les choses. Et c'est pas forcément en allant à la salle de muscu tous les 4 matins, c'est plutôt en ayant des activités qui sont d'un point de vue moteur changeantes, différentes et récurrentes en même temps.
Et un coup, ça va être monter dans un arbre, un coup, ça va être faire de la trottinette, un coup, ça va être courir après ses copains, etc., etc. Parce que justement, on les développe énormément quand on est jeune et l'exemple, il va être simple à donner. Euh, je sais pas, si tu te mettais à vouloir faire du travail de pied à un cycliste, ça peut être utile, qu'il a déjà 25 ans, c'est autant que moi que quelqu'un qui a aucun pied, aucune qualité motrice. On en a connu tous les deux en prépa physique chez BNB. Ils vont progresser, mais ils ne deviendront jamais des personnes qui ont énormément de pieds, énormément de capacité à devenir explosifs, par exemple, pour parler d'une qualité importante dans le vélo. Donc voilà, tant qu'on n'a pas passé la puberté, faites-leur juste pratiquer plein de choses différentes, soit au travers du sport, soit au travers d'autres choses. Ça peut être aussi de faire plein de sports différents. C'est sûr que si un coup tu fais du volley, un coup tu fais du foot, un coup tu fais de la gym, un coup tu fais du judo, tu développes évidemment pas les mêmes choses. Pour autant, je pense que dans tous, tu vas développer tes qualités motrices. Et aérobie, tu vas faire tourner le moteur. Et puis, arrivé à la puberté, on se rend compte que c'est vraiment l'âge, jusqu'à l'approche de l'âge adulte, qui sera différent pour tout le monde. Hein. Ça peut être 16 ans, 17 ans, 20 ans, 21 ans, pour la fin de cette période de puberté. On voit que c'est vraiment le moment où il faut commencer à bien enquiller sur les qualités aérobie pour les développer, parce qu'une fois arrivé à l'âge adulte, sur le développement de ces qualités-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va surtout éviter à ce que ces qualités chutent. Si on zoome vraiment sur les différents marqueurs physiologiques du système cardiovasculaire, ce qui n'empêchera pas de continuer à progresser, hein, parce que par exemple, si tu es plus efficient, bah, tu as un meilleur seuil. Si tu as un meilleur seuil, tu as une meilleure PMA. Voilà, la PMA, c'est pas la VO2 max. Je pense que tout le monde m'aura suivi pour les gens qui suivent vos podcasts. Et du coup, quand on regarde un petit peu dans d'autres sports, parce que c'est aussi ta question du début du podcast, et quand on regarde beaucoup de grands champions dans des sports d'endurance divers et variés, bah souvent de façon assez commune, ils se spécialisent de plus en plus à l'âge de la puberté. Parfois, ils ne sont pas totalement encore spécialisés, ils se spécialisent de plus en plus, et ils ont un volume d'activité aérobie de plus en plus important. Donc ça ne sera pas forcément tout le temps des séances de PMA, des séances de seuil, hein. Comme tu l'as dit, ça peut aussi être juste aller sortir le vélo et regarder les fleurs au bord de la route. Mais encore une fois, quand tu prends un petit peu de hauteur sur les qualités aérobie, je te parlais de la VO2 max tout à l'heure, on pourrait se dire, ouais, mais Annel, le meilleur moyen de développer la VO2 max, c'est de faire de la PMA courte, longue, etc. Oui, mais je pense que vous ne me contredirez pas sur le fait que, par exemple, plus tu éjectes de sang de ton cœur, plus potentiellement ça va être intéressant sur ta VO2 max, donc sur ta PMA. Le meilleur moyen de développer l'éjection de ton cœur, c'est de muscler ton ventricule gauche. Comment tu le muscles? En faisant de la basse intensité. Donc voilà, tout ça, c'est un puzzle. Et du coup, pour finir et conclure là-dessus, bah, tu vois, si tu prends alors c'est un peu des monstres, hein, dont je vais te parler, entre guillemets, des Michael Phelps, des Jakob Ingebrigtsen, donc des athlètes qui sont très forts dans des sports aérobies euh, différents. Quand tu as accès à leurs data, Phelps, il faudrait que je te le retrouve parce que je vais dire une connerie sur ces années, mais c'est Yann qui m'avait mis ça à disposition, où tu as plus ou moins tout ce qu'il a fait de 13 ans à 17 ans, donc c'est hyper intéressant. Et tu découvres des années où le mec a 7 jours off dans l'année. Bon, il est plus qu'hyperactif, hein, pour ceux qui suivent un peu la natation. Il a aussi au niveau médical des choses qui peuvent expliquer ça. Mais toujours est-il que peut-être que cette particularité lui a permis de énormément pratiquer. Et derrière, quand tu connais les charges d'entraînement qu'il a pu s'enquiller à la post-puberté et à l'âge adulte, bah, tu vas peut-être moins dire facilement que certaines personnes qui connaissent peu la natation, non mais c'est quoi ce mec qui fait autant de médailles sur des Jeux Olympiques? Il se dope forcément. Non, c'est peut-être que les charges d'entraînement qu'il a pu s'imposer par la suite lui ont permis de mieux enchaîner les courses et de développer certaines qualités. Et donc pour finir de répondre à ta question, dans le meilleur des mondes, de mon point de vue, un jeune cycliste ou une jeune cycliste pubère devrait pouvoir pratiquer tous les jours, pratiquer avec un certain volume d'entraînement, peut-être faire parfois pas que du vélo, mais plus elle avancerait ou il avancerait dans son projet de performance, plus le vélo prendrait de la place. Pas forcément faire le concours du maximum de séances, mais plutôt faire des séances
comment dire, on va vraiment développer certaines qualités. Et puis, tout mis bout à bout, on va commencer à arriver sur des charges qui deviennent assez conséquentes. Et du coup, pour finir de te répondre, parce que je crois que tu m'avais posé la question, oui, oui, j'ai des exemples de sports où ça va peut-être faire peur à certains cyclistes, hein, mais où à l'âge des cadets juniors dans le vélo, on est déjà sur des volumes entre 15 et 30 heures de façon très régulière. Donc c'est pas 30 heures une fois dans l'année quand on a le temps d'aller en stage sur les vacances d'avril une seule fois dans l'année. Je vois pas trop l'intérêt personnellement. À ce moment-là, il vaudra peut-être mieux faire 20 heures tout le temps. Mais évidemment, quand encore une fois, tu prends de la hauteur sur ce que demandent nos sports aérobie, à dominante aérobie, c'est plutôt logique. Et si on quantifie bien les charges, si on fait les bons choix d'entraînement, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il soit plus dur de faire 20 heures chaque semaine avec 2-3 séances intenses, voire même parfois une seule, plutôt que de faire 3-4 séances très dures en s'entraînant 4-5 fois semaine, mais à côté de ça, avec une charge scolaire très dure, avec des déplacements en bus pour aller à l'école qui sont longs, avec beaucoup de devoirs le soir, et du coup, tu vas te coucher très tard parce qu'en plus, tu t'es entraîné juste avant sur le home trainer, et comme tu n'avais que 45 minutes, ton entraîneur, et c'est naturel, t'a mis une séance très dure. Ça peut marcher, hein, parce que il peut, comment dire, c'est là où c'est important aussi ce que je vais dire ici. Là, tu me demandes, Annelle, est-ce que tu as des parcours qui se ressemblent et qui semblent avoir donné des résultats. Mais on pourra toujours me sortir un contre-exemple de quelqu'un qui en faisait moins, qui faisait différemment et qui a surperformé à un moment donné de sa carrière. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle, hein. Mais il y a quand même des tendances, hein, ça on est d'accord, qui peuvent se dégager. Et tu parlais Ouais, de... Ouais, vas-y. et ouais, ce que je veux juste te dire là-dedans, c'est que, euh, encore une fois, pour moi, ce dont on parle par rapport au cyclisme français, entre guillemets, il est la conséquence d'un système presque national. Et là, je tape pas sur la Fédération française de vélo, je tape pas sur les clubs, je tape plus sur un mode de vie par rapport à l'école, par rapport à l'environnement familial, par rapport à ce qu'on nous demande. Combien de fois on a tous entendu, tu as une meilleure note à l'école, tu as une mauvaise note à l'école, tu vas pas aller à l'entraînement mercredi. Dans les pays dont on parlait juste avant, ce serait l'inverse. Ce serait, tu vas peut-être avoir besoin d'aller t'aérer la tête parce que, attention, quand tu rentres, par contre, là, il va falloir bosser parce qu'une mauvaise note comme ça, c'est plus possible. Euh, et d'une part, c'est tout un système, pour moi, qui est à remettre en cause. Et ces choix qui sont de plus en plus naturels dans d'autres pays que tu as cités, tu parles plutôt de pays qui sont connus comme des pays qu'on va appeler un peu pragmatiques, qui n'ont pas du tout le même mode de vie que nous. Tu vois, j'ai fait un autre podcast il y a quelques semaines, c'est sur du triathlon, on me disait, Manel, pourquoi les Français font pas comme les Norvégiens et les Anglais? Et au bout d'un moment, même si je leur donnais pour moi les plus et les moins des deux systèmes, au bout d'un moment, je leur dis, mais les gars, arrêtez, parce que pour l'instant, la meilleure nation mondiale, c'est la France. C'est pas la Norvège, c'est pas l'Angleterre, mais on va souvent idéaliser des choses que d'autres font et que nous, on fait pas, mais aussi parce que peut-être qu'on n'est pas capable d'avoir je fais une généralité, peut-être que certains en sont capables, mais de faire un test de lactate tous les jours alors qu'on a 15 ans, de faire des camps d'entraînement très longs alors qu'on a 14 ans, etc. Mais toujours est-il que ces pays, deux choses que je veux te dire, ont souvent un système où, comment dire, on prend du recul par rapport à ce que semble nous enseigner au fil des années la science. Et typiquement, ce que je te dis sur la puberté, avant même de penser à faire des champions, on devrait penser à ça pour faire des Français en bonne santé. On payerait tous moins d'impôts si tout le monde faisait de l'activité physique. Il faudrait juste penser à ça, tu vois. Ça te fait sourire, mais c'est un fait. Et je pense que ça te fait sourire parce que je pense que tu penses comme moi. Bien sûr. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans la majorité des pays que tu as cités, même si dans certains, il y a déjà des compétitions, on a un peu moins un système pyramidal qui nous impose d'être très vite performant. Tu vois, je te citais les Norvégiens juste avant. Jacob, il était déjà fort quand il était jeune, tant mieux pour lui.
Pour autant, chez les Norvégiens, jusqu'à, si je dis pas de bêtises, une quinzaine d'années, les classements sont interdits. Les, l'obligation après enfin c'est pas une obligation, c'est plutôt un mode de vie, mais en tout cas les licences sont gratuites. La multi-activité est obligatoire parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas possible de courir dans un mètre de neige. Donc forcément, tu vas aller faire du futsal ou d'autres sports l'hiver, ou du ski de fond, j'en sais rien. Les compétitions au départ sont très locales. Donc Jacob, il concourait que contre des gens de sa région, sans classement. Finalement, c'est un peu comme des rencontres de village de l'ancien temps. Et puis, quand il va avancer dans la puberté, il va y avoir un petit peu plus de classement, un petit peu plus de spécialisation, de plus en plus de rencontres multi-régions. Et du coup, indirectement, je pense on se prend moins la tête sur qu'est-ce que je dois faire pour le rendre meilleur, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il gagne le dimanche. Putain, les parents, ils mettent la pression parce qu'il a foiré sa course. Moi, en tant qu'entraîneur, forcément, je me mets la pression pour le mercredi. Je te dis ça alors que Jacob était déjà le meilleur à 15 ans dans la famille qui est la sienne. Donc c'est un exemple Ouais, contraire, mais ce ne sera pas le cas c'est pour tous. contraire, mais j'avais lu un article, que tu as lu aussi, hein, sur, ou en tout cas son père, le père des frères Ingebrigtsen, parle donc de l'entraînement de ses fils. Et en fait, il disait que le résultat n'avait pas d'importance quand ils étaient jeunes. Vraiment, il leur disait ça. Et il s'investissait pas, par exemple, dans le matériel, parce que pour lui, il fallait d'abord qu'ils se développent, qu'ils pensent à bien s'entraîner, et le résultat viendra plus tard dans les catégories importantes. Mm. Donc, tu vois, finalement, ça rejoint quand même tout ce que tu dis. Ouais, et alors qu'on parle d'une famille, pour ceux qui connaissent pas, ils sont vus comme des. Alors, c'est des stars là-bas, hein, ils ont une télé-réalité, etc. Parce qu'ils sont tellement différents que ça intéresse tout le monde. Mais à la base, parce que le grand frère, il est plus vieux que moi, donc il commence à approcher les 40 ans. Il avait déjà fait finale olympique en 2012 et champion d'Europe en 2012. Euh, Bref, les trois frères ont été des grands champions internationaux. Et la petite sœur, ça, elle en prend le chemin. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, c'est qu'ils ont toujours été vus comme des ovnis parce que, oui, malgré tout, le père les impliquait énormément dans l'entraînement, mais ça reste des Norvégiens. Donc, il avait beau les impliquer dans l'entraînement de la course à pied, il avait cette éducation, cette sensibilité à ouais, mais on va aussi aller jouer au foot, on va aussi faire du ski de fond parce que je crois que c'est les deux sports qu'ils ont beaucoup pratiqué à côté de l'athlé avant de vraiment faire de la compète. Mais il avait aussi lui ce côté, ouais, mais on va quand même déjà faire tel type de séance, etc., etc., parce il est un peu artisan dans l'entraînement. Il a un peu testé des choses sur les premiers. Mais tu vois, je pense à un autre Norvégien en athlé, Karsten Warholm, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est la star du 400 et. Donc vous pourriez me dire, ouais, mais le 400 NL, c'est un peu court. Ouais, mais c'est la dominante aérobie, donc il y a quand même un certain volume d'entraînement pour ceux qui fréquentent des coureurs de 400. Karsten, de mémoire, jusqu'à ses 17 ans, personne n'aurait misé une pièce sur lui, quoi. Et puis le jour où il s'est vraiment spécialisé sur le 400 et, pour ceux qui suivent, il est intouchable et il bat les records du monde tous les ans, quoi. Alors, déjà, il faut qu'on définisse ce qu'est un champion. Euh, pour moi, un champion, enfin, comment dire? Voilà, donc ceux qui peuvent viser des podiums mondiaux, olympiques, je pense qu'on parle de ce type de champion, j'imagine. Écoute, me concernant, pour ceux que j'ai pu croiser directement ou indirectement, donc ceux avec qui j'ai pu collaborer ou ceux que j'ai pu voir, je te parlais des Norvégiens, à un moment donné de ma carrière, alors je le ferai plus, sinon je pense que je pourrais pas rentrer à la maison, mais à un moment donné de ma carrière, je faisais 4 stages de 3 semaines en Sierra Nevada et il y avait toujours les Norvégiens et Roglic. Du coup, je pense pas trop me tromper sur ce qu'ils font à l'entraînement.
même si j'ai pas toujours tout le détail et que je sais pas ce qu'ils font quand ils étaient pas en Sierra Nevada. Mais bon, bref, évidemment, là où je te suis, c'est que euh, cette récurrence, de mon point de vue, dans l'entraînement aérobie et à basse intensité, c'est surtout ça qu'il faut dire, parce que les athlètes dont on parle, en tout cas pour tous ceux que j'ai pu croiser, ne font pas forcément tellement plus de séances dures dans une semaine de préparation que des athlètes d'un moindre niveau. Pour je vais te répondre de 2 à 7 par semaine suivant les semaines et suivant ce qu'il y a dans les séances. Mais il peut y avoir des semaines, tu vois, tu parlais de Vincent tout à l'heure. Vincent, les 2 années où il a perdu aucune course internationale, si je ne dis pas de bêtises, les 2 années où il est champion du monde, euh, par exemple, les semaines qui suivaient les WTCS, donc les WTCS, c'est les plus grosses courses au monde qui font 6 à 10 fois dans l'année, suivant les années. La semaine qui suivait, il avait toujours 25 à 30 heures par semaine. Donc, je sais que ça pourrait être choquant parce qu'on pourrait se dire il ne décharge pas, mais ça allait être des semaines où il n'y aurait qu'une à deux séances intenses, souvent en fin de semaine, et donc il allait faire de la basse intensité, potentiellement de la technique, potentiellement du travail musculaire, sans forcément chercher les grosses charges en salle de muscu, et du coup faire tourner le moteur aérobie sans s'en rendre compte. Et puis malgré tout, tu vois, je sais que Vincent, qui est son entraîneur, c'est des semaines où ils allaient mettre par exemple beaucoup de travail technique à vélo ou dans l'eau, mais qui impliquait peu le système nerveux en termes d'intensité d'entraînement. Et puis finalement, quand tu prends les semaines de Vincent, à part le ou les deux gros objectifs de l'année où il y a un vrai affûtage, Ouais, justement, là, t'anticipes finalement, un peu c'est rare une qu'il y ait des question semaines que en dessous de j'aimerais te 25 poser heures. peut-être un Les peu semaines plus tard classiques, c'est dans autour le de podcast. 30, Donc on parfois un reviendra peu sur ce plus. sujet parce que Et puis, c'est les hyper semaines où il y a des intéressant. Et par compétitions, contre, tu as il va aussi parlé de mettre récurrence de un peu moins l'entraînement. Et d'intensité, ça un petit m'amène peu à une moins de autre volume, question, mais là, sur la surtout les charge quelques jours qui d'entraînement, précèdent. au-delà de la Mais sa coupure ou de la capacité formation des à jeunes. avoir, enfin sa On entend de capacité, plus en le plus fait parler qu'il de ait volume récurrent chez des sportifs de haut niveau, régulièrement fait un notamment. certain volume On d'entraînement, voit aussi certains de champions qui prendre le temps de s'entraînent avec l'encaisser, de une prendre très grande régularité. J'ai en tête l'entraînement de Kipchoge, par le exemple. temps Et à de l'inverse, je me l'absorber à souviens en tous les STAPS, niveaux, on nous fait que a derrière, pour lui, beaucoup faire une appris la semaine de dynamique 30 des heures, charges, le fait de c'est pas un devoir stage, fatiguer c'est une l'organisme semaine avec normale. une charge croissante Ce sur qui va plusieurs rendre la semaine semaines, par difficile, exemple, c'est les séances et difficiles de dont on venir parlait juste avant. décharger sur certaines semaines Et pour parfois, provoquer une oui, il va y avoir des surcompensation. semaines où ça va Et pouvoir parfois, monter. j'ai Souvent, l'impression les que ces semaines deux dures, c'est modèles peuvent être environ 4-5 contradictoires. séances dures dans la Alors, je voudrais semaine. avoir ton point de vue là-dessus, Mais du coup, tu sur vois, on a toujours l'agencement cette des image charges parce que sur d'entraînement. Qu'est-ce Instagram, on qui met que les serait séances dures. idéal ou Ouais, mais les plutôt mecs s'entraînent dur tout le temps. qu'est-ce Non, qui se fait selon ils toi s'entraînent dur quelques fois dans la dans les sports semaine, mais d'endurance autour de ça, chez les champions et c'est très aussi facile dans parce les qu'ils ont pays où acquis ça la réussit capacité à ce que plutôt ce bien soit au facile. niveau des Évidemment, résultats si dans tu les le fais sports jamais, d'endurance? le simple fait d'aller faire 5 heures de vélo, tu vas me dire, tu vas être en croix à la fin. Alors tu auras respecté tes zones d'endurance, hein, mais tu vas être en croix malgré tout, pour différentes raisons. Et donc, toi, comme ton entraîneur, on va essayer de récupérer derrière. Donc forcément, tu ne vas pas monter à tout de suite des sorties d'endurance à 5 heures tous les jours si on doit avoir une base de volume. Et puis, je finis juste là-dessus, Rémi, parce que je vois que tu veux me poser une autre question. Tu me parlais de Philippe tout à l'heure, de Philippe Lucas. Bah, ces nageurs, c'est la même chose. Tu vois, on a toujours cette image de ouais, mais Philippe, il leur met des séances de l'espace quand on le voit dans des intérieurs sports, etc. Oui, évidemment. Les séances dures de Philippe sont très dures parce qu'on ne devient pas champion olympique par hasard. Et puis quand la caméra est là, il en joue un petit peu aussi si l'athlète ne fait pas ce qui est demandé. Il joue son rôle où il est très bon là-dedans. Mais finalement, ces semaines, elles se répètent sur la base, à savoir tous les jours, on va nager 2 fois par jour. Tous les jours, chaque séance fera entre 8 et 10 km. Donc, pour ceux qui ne parlent pas en natation, bah, dites-vous que les séances vont faire entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc, à la fin de la journée, ils auront nagé 5 heures, en gros. Mais finalement, des séances dures, tu vois, il en fait, Philippe, 3 à 5 par semaine. Par contre, les séances dures sont vraiment extrêmement dures. Et aussi, ça t'oblige, quand les séances sont extrêmement dures, à vraiment récupérer sur les séances d'aérobie. Ça, c'est un point dont on n'a pas parlé, mais Justement. quand tu finis une séance vraiment à l'agonie, le soir, tu n'arrives même pas à dormir tellement t'es cuit, etc.
autant te dire que le lendemain, s'il dit que c'est aérobie, tu vas gratter tout ce que tu peux, hein. Bah, justement, par rapport à l'aérobie, et tu parles beaucoup du volume d'entraînement, et donc du volume en aérobie, euh, il y a, en vélo, on entend de plus en plus parler de la zone 2. Alors, je sais pas si tu vois par rapport à San Milan, la zone 2, donc Mhm. en dessous du seuil, ou en tout cas autour du seuil numéro 1. Euh, Ouais. Est-ce que pour toi, le travail aérobie, tu vas plutôt le conseiller en zone 1, un peu comme les Norvégiens, donc vraiment plutôt éloigné du seuil 1, ou est-ce que pour toi, le travail aérobie, c'est absolument autour de ce seuil 1, voilà, au risque que ça puisse engendrer un peu de fatigue. Voilà, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, déjà, je parlerai pas de ce que j'ai jamais vu. Typiquement, surtout dans des contextes concurrentiels comme un potentiel vainqueur du Tour de France, enfin déjà vainqueur d'ailleurs, on montre ce qu'on veut. Et je pense dans un monde d'image comme maintenant, on montre surtout qu'on en fait plus que les autres, qu'on fait plus dur que les autres et qu'on a trouvé la bonne méthode. On ne parle pas d'autre chose bizarrement. Euh, et je parle d'aucun sujet quand je dis ça, hein. Là, je parle purement d'entraînement. Euh, des, des sportifs ou des entraîneurs dans des systèmes concurrentiels comme ça qui disent vraiment tout ce qu'ils font, moi je crois pas que ça existe beaucoup. Ou alors on a la chance parfois de les croiser, de nouer des relations, et puis bah, finalement, comme on est tous passionnés d'entraînement, on ouvre nos carnets, on discute et c'est hyper enrichissant. Euh, le fait de travailler autour de SV1, on va appeler ça comme ça, euh, bah, moi jusqu'à preuve du contraire, enfin, je suis désolé, je vais peut-être être, encore une fois être radical et certains le prendront peut-être mal, mais parfois, j'ai l'impression que dans le milieu cycliste, certaines personnes découvrent certaines choses, alors qu'en fait, bah, c'est pas nouveau, quoi. Ni dans le vélo d'ailleurs. Tous les deux, on a bien connu un ancien cycliste qui s'appelait Didier Roux à BNB, qui a, comment dire, une certaine aura, qui dans un certain côté peut rappeler un peu Philippe Lucas. Quand tu discutes un peu d'entraînement avec Didier, certes, il va pas utiliser les mêmes mots que nous. Certes, ça va être, il va falloir faire de la vulgarisation, etc. Pour autant, moi, j'ai pas l'impression que Didier s'entraîne à des années-lumière des discussions qu'on est en train d'avoir aujourd'hui quand il marchait très fort dans sa seconde partie de carrière ou, sauf erreur de ma part, il marchait à l'eau dans la deuxième partie de sa carrière. Euh, et l'approche de Didier, elle était assez simple, hein. Elle était de tester des choses, de voir ce qui se passe et puis d'analyser et de faire évoluer dans le temps. Typiquement, on parlait de Philippe juste avant. Philippe, c'est un entraîneur qui n'a pas de diplôme, qui a fait, et il ne m'en voudra pas que je dise ça, certainement beaucoup d'erreurs dans ce début de sa carrière, puis qui a pris le temps d'analyser les choses, de voir ce qui marche pas, de voir ce qui marche sur certains profils et pas sur d'autres, de savoir des passages qui sont obligés, si tu veux être champion du monde du 50 mètres ou du 10 km, bah, il y a des choses quand même à passer. Et puis finalement, quand tu prends le temps de pouvoir être longtemps avec Philippe, bah, tu te rends compte que ouais, il polarise, ouais, il fait de la muscu chez des sportifs d'endurance, ouais, il travaille autour du premier seuil, comme on vient de le dire. Et parce que, comme tu l'as dit et comme le dit, je crois que c'était Macmillan hein, dont tu Sans parlais, Milan, ouais. euh, ouais, Milan, pardon, bah, en fait, oui, d'un point de vue physiologique, chez une certaine population, à un moment donné, il y a un intérêt à passer par ce type d'entraînement. Par contre, je ne sais pas si c'est sa vision, mais j'imagine quand même malgré tout oui, parce que je ne pense pas que Pogacar s'entraîne 10 heures par semaine, ça m'étonnerait. Ça reste des séances qui laissent beaucoup de traces et que moi je te mettrais dans les séances d'intensité. Euh, dans le système polarisé, tu sais, on a vachement ce côté, tout ce qui est vert, c'est de la basse intensité, tout ce qui est au-dessus du deuxième seuil, c'est du rouge, c'est de la haute intensité. Bon, ouais, mais malgré tout, alors que je suis convaincu de l'intérêt de polariser les choses, je suis convaincu aussi que tu peux pas polariser toute l'année. À un moment donné, chez certaines populations, il y a un intérêt à passer par des séances autour de SV1 ou autour de SV2, parce qu'on sait que ça a de l'importance dans certains sports pour développer certaines qualités, qu'elles soient physiques et ou mentales. Euh, et donc pour moi, il n'y a pas un entraînement qui est mieux qu'un autre, c'est qui j'ai en face de moi, quel calendrier j'ai, quelle disponibilité j'ai pour entraîner, quel volume est possible pour entraîner, quel est l'historique de mon athlète, et derrière, je fais des choix. Mais je retiens quand même ce que Euh, tu dis par rapport au SV1, on va dire à l'entraînement proche du seuil, c'est que c'est plutôt un entraînement, alors on va dire intensif ou qualitatif, en tout cas qui peut être difficile. Et c'est vrai que, à mon sens, faut que justement les cyclistes, notamment amateurs, fassent
attention à ce qu'ils trouvent sur internet parce que on va avoir des cyclistes qui vont vouloir rouler tout le temps en endurance en zone 2, dans la fameuse zone 2 de San Milan et à mon sens, à un moment donné, ça peut poser problème. Alors peut-être que tu vas me contredire, Bah, mais à je pense que, quand on va faire des gros volumes d'entraînement, on a tout intérêt à passer aussi par beaucoup de zone 1, comme il me semble les Norvégiens peuvent le proposer entre autres. Clairement. Et alors, à court terme, ça peut avoir de l'intérêt et faire gagner du temps. Ça, je vais pas le contredire. Si tu débutes, forcément, en te mettant tout le temps un peu en prise, pour reprendre un mot de cycliste, bah, tu vas plus vite progresser. Mais là, on parle d'un débutant ou quelqu'un qui augmente ses charges. Si c'est sur une courte période que tu as bien géré les charges, il n'y a pas de souci. On peut en mettre plus que d'habitude. Et justement, il faut savoir jouer avec l'entraînement. Déjà, deux choses. Tu me parlais de l'analyse que je fais dans les différents sports. Moi, ce que je vois commun à beaucoup de champions, c'est prendre le temps de jouer avec toutes les vitesses ou toutes les puissances si on parle de vélo. C'est pas on fait que de la basse intensité, on fait que de la haute intensité. Sur le long terme, ça va pas être productif. Il y a vraiment un intérêt à passer par toutes les zones. Et si on pense juste de façon, comment dire, un peu raccourcie à ce que demande un effort cycliste sur une course de vélo, jusqu'à preuve du contraire, toutes les zones de puissance sont utilisées sur une course, plus certaines que d'autres suivant les courses, suivant les âges, etc. Mais on a tout intérêt à passer régulièrement par différentes zones. Et là où je te suis, c'est que ces séances de moyenne intensité, on va les appeler comme ça, plus ou moins moyenne intensité, c'est des séances qui sont fortement impactantes pour le système nerveux et dont on va mettre un certain temps à récupérer, mais elles ont un intérêt, donc il faut y passer, il faut prendre le temps de s'y adapter. Mais logiquement, moins on a un niveau de performance important, moins on a un volume d'entraînement important, plus on va mettre de temps à récupérer. Donc attention, là où je te suis, c'est quelqu'un qui a un faible volume ou qui est pas un athlète de très haut niveau. Il ne faudra pas qu'il y passe tous les jours. Et je voulais juste ajouter un truc, Rémi, quand tu me posais la question de qu'est-ce qui est commun à des entraîneurs à succès sur le long terme. On parlait surtout d'entraînement et de physiologie tout à l'heure. Moi, ce que je note de commun à tous ces entraîneurs, c'est leur empathie envers les athlètes, leur capacité à écouter les messages de leurs athlètes, qu'ils soient verbalisés ou non, à prendre le temps de connaître leurs athlètes, leurs traits personnels, qu'ils soient de vie, de façon d'être, de qualité physique, de quoi que ce soit, et puis pas simplement de chercher à développer des qualités physiques. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Philippe, on a parlé de Joël, je pourrais te citer d'autres noms, mais ça parlerait peut-être pas à tout le monde. Mais pour moi, c'est des entraîneurs qui, quand ils vont arriver le matin à l'entraînement, la première question qu'ils vont poser, c'est est-ce que tu as bien dormi? S'ils sont au courant que, je sais pas, la maman de l'athlète est malade, bah, est-ce que ta maman va mieux? Etc. etc. Ça paraît peut-être bêta ce que je dis, mais d'après moi, le meilleur moyen de développer physiquement et mentalement un athlète, quel que soit son niveau, c'est de le considérer comme un être humain. Et vraiment, moi, c'est un trait de caractère que je retrouve chez tous les grands entraîneurs. Alors, ils vont être durs hein, dans ce qu'il faut mettre en place pour être un champion. À un moment donné, ils vont savoir te dire si tu as prévu d'être champion olympique dans 2 mois, vu ce que tu fais à l'entraînement, ça va pas être possible. Et ça, à un moment donné, ça se serait si on était champion olympique en se croisant les doigts à l'entraînement. Mais pour autant, ils vont régulièrement être proches de leurs athlètes, tout en fixant une certaine limite, évidemment, pour justement, en fonction du chemin qu'ils considèrent être le chemin idéal pour être champion, pour pouvoir l'adapter régulièrement. Et de mon point de vue, plus on aura la capacité à réadapter très souvent son entraînement, moins on aura besoin de l'adapter sur du long terme. Donc pour que je m'explique, si je prends l'exemple de quelqu'un qui dort mal depuis 3 jours, alors que c'était une séance d'intensité hyper importante, et il aura peut-être mieux à la passer dans 2-3 jours lorsque la personne aura enfin mieux dormi et mieux récupéré pour que cette séance ait un réel intérêt sur les qualités qu'on veut développer, plutôt que de se forcer à la passer, derrière exploser en vol et là devoir couper justement 3 ou 4 jours pour pouvoir réellement récupérer. Et puis à l'échelle d'une année, finalement j'aurais tendance à penser, en tout cas mon expérience est celle-ci, que plus on prend ce temps d'être proche de nos athlètes, et j'aurais tendance à penser que plus on a de l'empathie pour nos athlètes, moins ça prend du temps aussi.
parce que ça va être des petits ajustements réguliers plutôt que de devoir s'asseoir une semaine trop tard. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, on réfléchit dans tous les sens, ça va nous prendre 3 heures. Et le problème, c'est qu'il est déjà trop tard. Et comme ça, la boucle est un peu bouclée parce qu'on revient à la récupération, justement, à la coupure. Et il me semble que c'était ta thèse aussi, que tu l'avais faite là-dessus. Et moi, je retiens ce que tu dis parce que tu me l'avais déjà dit, qu'effectivement, il y a une grande importance à savoir s'adapter chaque jour et notamment sur les séances difficiles et ne pas hésiter à faire passer des séances difficiles en facile quand, quand il y a un besoin à ce niveau-là. Ouais, complètement. Alors, tu m'excuses, je mets Pas de mon ordi à souci. charger parce que sinon, on va avoir, on va avoir une mauvaise surprise. Oui, oui, complètement, complètement. Et, et, hum, et c'est humain. Moi, le premier, hein, quel que soit le niveau des athlètes qu'on entraîne, on se met la pression et c'est tant mieux. Et on a la pression de la performance, la pression du résultat, la pression de la progression, la pression de bien faire. Et je pense qu'on a ce culte de la séance. Cette séance-là, il faut la passer. Cette séance-là, elle doit être bien faite. Cette séance-là, non mais je l'avais planifié. Je peux pas lui enlever je peux pas lui enlever de sa plateforme d'entraînement. Mais si on est tous au clair là-dessus, qu'on a pris le temps, au fil du temps, à ce que ce soit bien compris par les athlètes, parce qu'on peut prendre le problème dans l'autre sens. On a tous connu une majorité d'athlètes, je pense, qui ne comprendra pas dans un premier temps que remplacer une séance dure par une sortie d'endurance facile, pas très longue, ça aura aujourd'hui plus d'intérêt que de se la coller. Euh, et, et sur le long terme, c'est cette approche qui va faire que justement, au fil des mois, au fil des ans, finalement, notre charge, elle est à la fois récurrente, à la fois elle est importante. Et donc finalement, une séance qui saute, c'est pas grave. C'est qu'une séance. C'est pas grave. Alors que aller trop loin dans la charge, on a tous connu tous les deux des athlètes qui ont été trop loin dans des états de fatigue, qu'ils soient physiques, mentales ou les deux. Bah là, le problème, c'est que ça peut prendre du temps. Et dans une saison cycliste où le calendrier est quand même une vraie contrainte, quel que soit notre niveau, le temps perdu, des fois, il est compliqué à rattraper. Et quand ça s'embarque mal, c'est quand même un petit peu compliqué parfois de rattraper le train. Et alors qu'encore une fois, c'est pas une séance en moins qui va changer ta course du C'est dimanche, vrai ton qu'on a objectif dans un tendance mois. chez les cyclistes, mais certainement chez tous les sportifs d'endurance au moins, on a tendance à chercher aussi la méthode un peu miracle. Donc soit la séance qui va bien, qui va nous faire beaucoup progresser, ou alors le bloc qui va nous faire énormément progresser. Alors que quand on regarde les champions, hein, enfin, on ne peut pas faire un champion en l'espace de 3 ans, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de raccourci pour arriver au très haut niveau et que c'est une accumulation de charges finalement au fil des années qu'il vaut mieux viser certainement d'accumuler, j'allais dire tranquillement, en tout cas progressivement la charge plutôt que d'aller chercher des choses un peu extrêmes qui pourraient justement nous faire perdre finalement du temps si à un moment donné l'athlète se retrouve en sur-régime. Bah, à la fois en sur-régime et à la fois, je pense, par une moindre capacité dans le temps à développer toutes les qualités nécessaires à un cycliste. Parce que c'est la beauté de la majorité des sports d'endurance, pas que dans le vélo. Quand tu prends vraiment le temps d'analyser chaque sport d'endurance, il faut rarement une seule qualité. Et du coup, bah, tout ça, ça demande du temps, de l'investissement et que c'est un vrai puzzle. C'est hyper, comment dire, c'est hyper challengeant pour nous en tant qu'entraîneurs. Hein. Mais bah, tu vois, je sais pas, tu parlais par exemple, tu vois, de Philippe avec des nageurs d'eau libre, là où j'ai le plus passé le temps avec, enfin, c'est pour l'eau libre, hein, j'ai passé du temps avec lui. De loin, on pourrait se dire, ouais, Manel, c'est 2 heures d'effort. Et en fait, non, c'est un sport où tu as besoin d'avoir des qualités de vitesse, des qualités de puissance, des qualités lactiques, des qualités d'endurance, des qualités au seuil, etc. Alors certes, certaines sont plus importantes que d'autres si tu devais mettre un peu des pourcentages, mais du coup, ça demande que presque chaque semaine ou par bloc, tu passes du temps un peu dans tout. Et c'est la beauté de l'entraînement, c'est que souvent on va, tu vois, faire le raccourci de la PMA, la puissance lactique, etc. Mais bien doser ces différentes familles, bien les mettre dans le calendrier, bien les agencer, etc., bah, elles vont aussi favoriser le développement des autres qualités sur le long terme. Et du coup, bah, mieux tu gères tes charges, plus tu pourras passer du temps dans chaque filière régulièrement. Quoi. Ah bah écoute, parce que je vois l'heure en même temps tourner et je sais que tu dois y aller, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Est-ce que tu aurais encore une petite idée à nous faire passer ou est-ce que c'est la fin de ce podcast?
Bah, écoute, si jamais tu veux qu'on fasse un micro-temps une prochaine fois, why not? Avant que ça sorte, et si j'ai le temps. Et puis, bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire déjà merci pour l'invitation parce que, bah, c'est ce qu'on s'était dit quand on s'en est parlé il y a Effectivement. un sacré paquet de mois. Mais moi, souvent, la porte d'entrée a été très thématique. Tu parlais de la chaleur tout à l'heure. Euh, et je trouve assez intéressant ce qu'on vient de faire. Je le vois beaucoup dans les podcasts anglo-saxons. Il y a beaucoup cette culture du partage, de l'échange entre entraîneurs, entre scientifiques, etc. Pas pour dire j'ai la bonne méthode, mais pour un peu euh, tous nous faire réfléchir. Et moi, le premier, quand je passe là 1 heure et demie avec toi, ça me fait prendre du recul sur plein de choses. Les questions qu'on se pose là, je ne me les pose pas le matin en me rasant, tu vois. Et je me rase pas souvent en Ça plus, se donc voit. je me les pose vraiment pas souvent. Et ça se voit, ouais. Mais en tout cas, merci pour ça. Et du coup, bah, je vous invite tous, voilà, si c'était le mot de la fin, tu vois, ça me vient comme ça. Euh, je pense que parfois dans nos métiers, on est un peu trop, et moi le premier, tu vois, on doit faire nos preuves, on doit, je sais pas, être gardé dans un environnement, trouver des clients, etc. Et du coup, bah, un peu comme les jeunes qui doivent faire leurs preuves tous les dimanches, on peut parfois faire des raccourcis. Et du coup, je pense que ce qu'on vient de faire là, bah, là c'est bien, c'est enregistré, ça va être publié, et d'autres personnes vont pouvoir le voir et peut-être nous interroger. Et d'ailleurs, si vous voulez m'interroger, il n'y a pas de On souci mettra hein, tes sur contacts, ouais. les différents réseaux. Mais je vous invite à tous le faire entre vous, que vous soyez entraîneur, athlète, parent, etc. Moi, je pense que justement, c'est de prendre le temps de se poser et de discuter. Parfois, ça vaut le coup parce que ça peut nous renforcer dans des choses où on avait des doutes. Ça peut nous interroger sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé. Et je pense que c'est un réel gain de temps et c'est le meilleur moyen de bien et mieux accompagner nos sportifs et nos Non, sportives. bah, merci pour ce mot de la fin et merci pour l'ensemble du podcast. Franchement, c'était super intéressant. Moi, j'ai envie de dire à la prochaine, peut-être pour un nouveau podcast, parce que je pense qu'il y a encore de la place, peut-être pas d'ici quelques semaines, Je pense mais je qu'il pense qu'on pourrait encore beaucoup discuter avec toi. je pense qu'il va falloir parce que le problème, c'est qu'on tient jamais Et ce qu'on veut dire, quoi. Je sais non, même pas non, si on a non, fait non, tous les non, sujets que non, tu non, m'avais mais envoyés on en fera un juste autre avant. Ouais. Voilà. dans, Bon, bah dans voilà. 6 mois, on va dire ça Bon, comme bah ça. l'invitation est lancée. Bah, merci.